Okay, good Bien, afternoon, everyone. bon après-midi à Welcome to the tous. practical session of the Bienvenue Educate.be à la International Conference on session Education and Health pratique in the context of d'Educate.be polycrisis. dans une The theme crise of the first de 2000 days of early polycrise. childhood care Et and donc, education nous allons in low-income parler settings. de l'éducation, Educate.be les is a 2000 Belgian premiers platform jours for education and training de in l'éducation des developing enfants dans les corporations. pays à This faible conference revenu. features the Cette live strategy of conférence est Educate organisée par sponsors. Educate.be Before we say avec, the Belgian government. l'aide du gouvernement belge et The aussi de conference la is seen as a FOB. collaboration between Alors, il s'agit Educate.be de and la Because Health, the collaboration entre Belgian platform Educate.be for et international health. Because Health, la This session is plateforme part of belge. the full program Cela fait of partie the du International programme Conference on intégral de Education la and Health conférence that internationale began sur earlier this l'éducation et morning. la santé qui a Today's commencé session ce is matin. organized by Cette session est donc Hiva KU Leuven, organisée par Humanity and Inclusion, IVA and KU VOB. Leuven en Just to collaboration remind the avec speakers today, Humanity there will et be time for Inclusion questions. et My name is VVOB William Blackman, Education for working for the VOB Development. Je as a travaille work pour project le developer VVOB and the moderator for et je today's suis session. le modérateur Once de again, cette session. Educate use Une this fois opportunity to warmly thank its Educate.be member organizations, profite de partners, l'opportunité qui lui est and offerte pour participants. remercier les partenaires, les Just before I différentes receive today's organisations et session les speaker orateurs. introduction, Voilà, nous this session will commençons explore what immédiatement. Nous these allons first explorer 2000 days l'importance et les of the défis first des 2000 premiers early childhood 2000 care and journées education in en ce low-income qui settings. concerne donc le To soin become aux enfants one of dans Belgium's des first pays à faible 2000 days revenu. of On early le child care sait que les and by 2000 extension premiers early childhood jours de care vie, on peut aller crucial même après for jusqu'à health, 5 et 6 ans, social ce and sont emotional des périodes development of the cruciales child pour le développement and cognitif, participation émotionnel, in social et physique de quality l'enfant, la participation early dans childhood care la and dans education des boosts soins preparedness, euh, reduces de premedication, qualité dropout, et également and l'accès à also supports l'éducation. Tout lifelong learning ceci and development. encourage While care la management is santé tout au long de la 25% of vie all et research findings, l'apprentissage. only Cependant, only 89% 25% des occur in enfants low-income euh, settings. dans This les involves pays à haut children born revenu, without alors que vital signs. 35% dans les pays à faible Permitted me to revenu ont present accès à tout cela. Alors, je suis heureux de vous présenter We are happy aujourd'hui to share with trois you orateurs qui vont our speakers, partager avec presenters vous, donc representing different trois health orateurs sectors qui vont for the sharing partager of leur the point de vue. Et and nous allons first d'abord taking donner the la floor parole to à, Professor au Philip professeur Verwim, Philippe who will go Verwimp, throughout the overview qui va of the nous theme, and then esquisser we'll le have a deep thème d'un dive point de vue into général. our Ensuite, speakers nous pourrons that analyser deux cas I'm pratiques, going to l'un introduce de our first speaker l'Ouganda, today, l'autre de l'Afrique du Professor Sud. Philip Je vais Verwim. d'abord présenter le premier Professor orateur. Philip Nous avons le Verwim is professeur a Philippe professor of Verwim, economics professeur at the d'économie à Universiteit of l'université I'm an English speaker, Université Libre libre de Bruxelles, ULB, hopefully that was close to it. ULB, where et he donc à focuses l'ULB, on où development, il enseigne le impact, développement économique et les and évaluations throughout d'impact. Depuis 2024, le mois he has d'octobre conducted 2024, Philippe Verwim two a travaillé à webinars l'Institut for society pour le travail et la from société KU Leuven, HIVA where he de la leads KU the research Leuven, où portfolio il on pilote economic le policy portefeuille de and recherche development. sur les politiques His économiques research et focuses on l'État-providence. Sa education, poverty, recherche se base sur la santé, migration, l'éducation, la and social pauvreté, les policy déplacements in forcés, Africa l'immigration, les and politiques sociales en low-income Afrique et en settings. Europe. Philip, Nous accueillons your chaleureusement presentation. le professeur Philippe Verwim qui va partager sa présentation avec nous. Yeah, is it working? Okay, I'm Voilà, very pleased to be je here. suis très Health and heureux education have been one of d'être my core présent. interests C'est vrai que la for 2 santé et years. l'éducation, ça fait 20 So ans que I'm c'est un sujet qui me our tient two à cœur. networks Je suis for très heureux que les deux developing réseaux countries en both Belgique, forced Because to Health organize et today's Educate, conference. ont décidé ensemble What I d'organiser want to cette spend a conférence. short Aujourd'hui, ce time que je voudrais this aborder afternoon is about dans the long-term les minutes consequences qui m'ont and été the accordées, je shocks voudrais vous that we parler des have conséquences à and long how terme de chocs graves dans la prime enfance, dans la petite enfance. Je voudrais passer déjà au transparent suivant. Comment faire? the green button. Ah, here, yeah. Okay.
Et donc, quelques mois dans une situation en guerre entre l'Ukraine et la Russie, on m'a interviewé, le Newsweek m'a interviewé en disant quelle est la différence entre les enfants exposés à un conflit et les adultes exposés à un conflit. Pour ceux qui ont travaillé au domaine de la santé, dans le domaine de la santé, vous le savez, quand vous êtes un adulte, vous êtes expérimenté, vous avez par exemple déjà 30, 35 ans, si subitement vous êtes plongé dans l'armée et que vous pouvez survivre, vous pouvez contribuer à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Mais si vous êtes un jeune enfant, votre santé est touchée, vous pourriez même perdre en fait un parent. La santé est impactée négativement, vous n'allez pas à l'école et ses conséquences resteront jusqu'à la fin de votre vie. Et donc, c'est vrai que ce sont des éléments, des chocs qui ont un effet à bien plus long terme. C'est la raison pour laquelle il était bien, et je dis aux journalistes que les enfants doivent être mis en sécurité parce que les enfants sont bien plus affectés que les adultes et j'en parlerai dans ma présentation. Donc, quand on parle des effets négatifs dans la prime enfance, on peut parler par exemple de la faim, de la maladie, de la guerre, de la pollution, de la violence familiale et tout ce que cela a en commun que même si c'est temporaire, même si vous n'êtes que temporairement touché, il y aura des conséquences permanentes. Ça, c'est la grande différence. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important d'essayer de protéger les jeunes enfants contre ces chocs, parce que nous savons que les conséquences sont importantes sur le long terme. Et bien entendu, les adultes subissent également des traumatismes, mais pour les enfants, ces traumatismes sont bien plus profonds parce que leur cerveau est encore en développement, aussi leur corps est en développement. Et si on les affecte, si on les touche lorsqu'ils sont encore jeunes, on sait que le développement cérébral est réduit. Aussi quand on parle de malnutrition, de sous-nutrition, on sait qu'ils grandiront moins, ils resteront petits et malheureusement, le développement cérébral va aussi être bloqué. C'est la raison pour laquelle ils auront de moins bons résultats scolaires. Les enfants qui sont malades quand ils sont petits, qui ne sont pas correctement soignés, et sachant que c'est toujours la survie du plus fort, ces enfants en Ukraine ou en Afrique, en fait, ceux qui sont restés, c'est déjà un groupe très restreint parce que finalement, c'est la survie du plus fort. Les autres seront déjà décédés. Et puis, il y a le stress, l'anxiété, le stress toxique, la difficulté à contrôler les émotions, l'hypervigilance. On le voit quand ils seront des adultes, ils auront des difficultés. Le changement climatique, moi j'ai un petit peu réduit cela à la pollution avec du plomb dans le sang, de l'amiante dans les poumons et cela veut dire aussi par exemple des problèmes de fertilité, des déclins cognitifs. Tout ceci est lié à l'exposition aux polluants et puis l'environnement, à la maison, la violence familiale, des problèmes d'attachement, etc. Donc, quand des enfants sont impactés par tout cela, il y aura des conséquences à long terme, même si les chocs, les traumatismes ne sont que temporaires. Et on peut voir cela dans un cycle qu'on appelle le cycle de la vie et l'accumulation. Si vous êtes touché in utero, quand vous aurez des problèmes de déficit, de carence, problèmes de développement cérébral, cela veut dire finalement un déclin cognitif et non cognitif des habiletés ou des habiletés cognitives et non cognitives des capacités, donc des moins bons résultats scolaires, du coup l'échec, parfois on n'a même pas accès aux classes supérieures, à l'école secondaire, vous avez moins de capacité à du coup avoir de bons revenus et tout ceci parce que vous avez été exposé comme jeune enfant. Et alors, ce cycle se répète. On en a parlé ce matin, l'effet de l'éducation sur la santé. Eh bien, ça, c'est le revers de la médaille, je dirais. C'est le cycle, l'effet de neige, presque. Les parents
auront des difficultés, par exemple, quand ils deviendront adultes, à faire grandir leurs enfants dans un environnement adéquat. Ils auront des problèmes de contrôler leur fertilité et ce cycle recommence. Et le micro s'est coupé. Le micro de monsieur s'est coupé. Nous ne l'entendons plus. Son micro s'est coupé. Son micro s'est coupé. Je suis désolée. Voilà, le micro est revenu. Alors, voici le système qu'on appelle le score HAZ. Et en fait, quand c'est trop bas, cela veut dire que l'enfant est malnutri ou extrêmement malnutri. Et nous savons que du coup, cela va mener à des troubles, des déficiences, des carences, des déficiences avec des conséquences sur le marché du travail et sur leur parcours scolaire. Et quand ils voudront à leur tour avoir des enfants, j'ai fait des recherches à l'aide d'anthropométriques notamment au Rwanda, et je vais expliquer cela. En Rwanda, avant le génocide, il y avait une guerre civile dans le nord et un problème au niveau des récoltes dans le sud. Donc ça, c'est un événement naturel. Au milieu du pays, aucune exposition à la guerre civile. C'est ce qu'on a appelé du coup le groupe de contrôle et pas de famine non plus. Et nous avons donc suivi plusieurs milliers d'enfants et nous avons découvert que tant au nord qu'au sud, les effets étaient différents selon le genre et selon la richesse. Dans le sud, problème donc de récolte. Ce sont surtout les jeunes filles, les petites filles qui ont eu des problèmes. Les petits garçons n'ont pas eu un effet négatif. C'était les petites filles, surtout dans les familles pauvres, qui ont porté les conséquences de la pénurie en alimentation. On n'a pas trouvé cela dans le nord, puisque là on était en guerre civile. La guerre civile a aussi touché là les garçons. Là, il n'y avait pas d'effet lié au genre. Donc, le type de choc peut avoir un effet différent selon le genre et selon donc, et oui, est-ce qu'on est un petit garçon, une petite fille, et ça peut impacter la santé différemment. Et donc, nous avons comparé dans les deux régions leur taux de croissance en se basant sur la croissance au milieu du pays qui était ni touché par la guerre civile, ni touché par le problème au niveau des récoltes. Et donc, ce sont des données qui ont été collectées par l'UNICEF. Ce qui nous intéressait, c'était de faire des comparaisons pour voir quelle était la différence entre un traumatisme lié à la famine ou lié à la guerre civile. Alors pour le Burundi, j'ai fait quelque chose de similaire. Vous connaissez la guerre de 93 à 2005, 12 ans. Ce que nous avons fait pour chaque année, nous avons calculé combien, ou nous avons plutôt découvert combien d'enfants avaient été exposés effectivement à ce conflit et on a lié cela à leurs résultats scolaires. Nous avons lié cela à l'exposition au conflit lorsqu'ils étaient enfants. Donc, c'est un lien intéressant, hein. Ont-ils été exposés à un conflit quand ils étaient enfants et quelle en est la conséquence? Pour ceux qui connaissent le Burundi très très bien, on a le concours national et là, on a les données des résultats scolaires de tous les enfants au Burundi. J'ai fait ça pour à peu près 600 000 enfants pendant une période de 3 ans. Et voilà, ici en rouge, le nombre, comment dire, euh, pour chaque année de naissance, par exemple en 93, si vous étiez né en 93 ou en 93, pour le reste de votre vie, de 0 à 12 ans, vous alliez être confronté à un certain nombre de décès dans la commune. En 95, c'est plus et après, c'est moins. Pourquoi? Parce que l'intensité de la guerre civile avait diminué. Donc, c'est le nombre de décès rencontrés par chaque enfant né au cours de cette période, et ce, pendant les 12 premières années de leur vie. Alors, la ligne en noir, c'est 10 ans plus tard. Ce sont leurs résultats scolaires, les mêmes enfants.
Et regardez, c'est quasi exactement le contraire, ça s'est quasiment renversé. Plus il y avait eu des décès dans votre commune d'origine, plus tard, 10 ans plus tard, plus bas étaient vos résultats scolaires, ce qui veut dire que des conflits armés ont des impacts graves sur les résultats scolaires des enfants. Dès que le nombre de mortalité diminue, eh bien 10 ans plus tard, les résultats scolaires réaugmentent. Donc, c'est pas qu'ils sont touchés au moment où ils font l'examen. Non, non, c'est 10 ans plus tard qu'il y a un impact. Donc, je le répète, on a un impact à long terme de conflits armés. Et maintenant, on peut en fait distinguer trois types d'effets. L'effet trajectoire, ça veut dire que les enfants exposés vont passer les examens à un âge plus avancé. Pourquoi? Parce que l'école a été détruite. Ils ne peuvent plus aller à l'école, il n'y a plus de professeurs. Et donc, ils prolongent la durée de leur formation et ils passeront, je dirais, leur diplôme à un âge plus avancé. Et la violence a un impact plus élevé lorsque c'est entre 6 et 12 ans. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on va à l'école. Et c'est à ce moment-là qu'on est confronté à l'absence des professeurs, à la destruction des bâtiments scolaires, etc. Et puis, il y a l'effet de peur. Plus tard vous passez votre diplôme, moins les résultats seront bons parce que plus vous êtes âgé, moins vous aurez des connaissances. Donc, il y a aussi cet effet qui se produit. Et numéro 3, pour l'âge, donc l'effet de l'exposition à la guerre civile impacte négativement le résultat parce que pendant la guerre, le fonctionnement du cerveau est différent. Il y a l'anxiété, le stress et entre 0 et 3 ans, là, il y a un impact très, très important, hein. Ça, c'est très, très clair. Il y a un effet encore plus fort d'un traumatisme dans la prime enfance entre 0 et 3 ans. C'est cognitif, votre cerveau se développera moins bien parce que vous avez été impacté lors d'un très jeune âge. Et nous retrouvons cela donc 10 ans plus tard avec les résultats scolaires. Vous le voyez ici. Ça, c'est l'effet trajectoire, hein, qui augmente quand vous êtes impacté plus tard. L'effet cognitif se réduit quand vous êtes impacté plus tard parce que c'est vrai que le cerveau avait déjà commencé son développement. Alors, ce qui n'est pas le cas quand on est très très jeune. Et alors, si vous me le permettez, s'il me reste 2 minutes, oui, il y a beaucoup, beaucoup de recherches pour essayer justement de faire face à ces tragédies et pour éviter cet impact. C'est crucial de le faire, mais en fait, l'idéal, ce serait d'éviter ces traumas. Parce que ce qu'on a vu, c'est que les parents essayent d'investir beaucoup dans leurs enfants pour compenser. Par exemple, on a les allocations familiales, des transferts d'argent conditionnés, du soutien à domicile. Mais je suis d'accord avec ce qui a été dit ce matin. Tout cela, on essaye, on expérimente. J'ai participé d'ailleurs à ces recherches, à des études contrôlées, randomisées. Et donc, l'idée, c'est de limiter l'impact négatif. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un système scolaire fort. Donc, plus on pourra effectivement éviter l'impact de ces chocs négatifs. Voilà. Thank you so much. Am I on? Thanks so much, Philip. So much to Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis persuadée que ceci aura généré de nombreuses questions. Nous allons brièvement, pendant 5 minutes, permettre à l'audience de poser des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? C'est le moment, c'est l'instant. Okay. Yes, please. Oui, Can we have the microphone? avec le micro, s'il vous plaît. Merci. Thank you, Professor, that you involved us Merci, in informing. professeur. Birth defects, we see a lot of more birth defects in war, after war. Après la guerre, What on is the effect constate of birth aussi defects or in utero? de problèmes à la naissance, mais qu'en est-il des problèmes in utero
Donc, parce que les parents, par exemple, il y aura eu de la malnutrition, est-ce qu'il y a un impact après au niveau des résultats scolaires? Bon, je ne suis pas un médecin, je suis un économiste. On sait que ceux qui, effectivement, naissent, par exemple, avec un plus petit poids de naissance, handicapés ou que sais-je, souvent, ils vont mourir après la naissance. Et c'est souvent le cas dans des situations de guerre. On va trouver un taux de mortalité très élevé avec des enfants morts-nés ou qui meurent dans les premières semaines ou parfois les premiers mois après la naissance. C'est toujours la survie du plus fort. Alors s'il y a évidemment moins de naissances et que vous recevez par exemple de l'aide, ou si vous avez un problème physique et que vous êtes soutenu, on pourra combler le fossé. Mais dans les pays à bas revenus, ben non, ce ne sera pas le cas. Et souvent, les personnes handicapées ou qui ont oui, un handicap, qui sont en situation de handicap, et les plus faibles, ils vont décéder et ils n'iront sûrement pas à l'école par la suite. D'autres questions? We'll take one more and then On en accepte encore une et puis nous passerons à l'orateur suivant. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, Stéphane Van Bassenaar de Because Health. Pour moi, ce qui est véritablement intéressant, ce sont les changements climatiques, les crises climatiques qui créent donc tous ces chocs. euh, et donc, moi, ce que je vois, les professions médicales, on les oublie quand on parle de gaz à effet de serre, de changement climatique, de reforestation, etc. Et je suis vraiment très, très triste parce qu'au niveau de Because Health, j'essaye de mobiliser les professionnels de la santé pour s'engager, pour lutter pour un meilleur climat. En fait, ma question est-ce que y a-t-il un consensus entre les experts de l'éducation ou vous verrez qu'il n'y a rien en matière climatique par rapport à la santé. Ça, c'est regrettable. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez la même chose que moi? Right, so for climate change, Alors, pour ce qui est du changement climatique, moi, je n'utiliserai pas le terme de traumatisme, de trauma, parce que c'est quelque chose de graduel qui ne fait que s'aggraver. Il fait de plus en plus chaud. Aussi au niveau des pluies, il y a des variations importantes. C'est que, par exemple, la situation au Congo de l'Est, dans l'Est du Congo, ça fait 30 ans. On ne peut plus parler de ça d'un traumatisme, d'un choc. Non, c'est plutôt faire face à une situation endurée et les personnes finissent par s'y adapter du mieux qu'elles peuvent. Alors, je suis d'accord avec vous. Quand moi, je m'adresse à mon médecin généraliste, je lui dis, ici aussi, il y a des journées où l'air est très pollué et il y a de plus en plus de personnes à l'hôpital. Pourquoi est-ce que toi, en tant que médecin, tu ne revendique pas un air plus propre parce qu'on voit aussi de plus en plus d'enfants qui souffrent d'asthme. Alors nous, quand on travaille dans le domaine de l'éducation, on est confronté à ce que j'appellerais des polycrises. Il y a la crise de la démocratie, de la toxicomanie dans les écoles, le changement climatique, la militarisation de notre société. Finalement, le monde éducatif ne sait pas où commencer et souvent, eux, ils disent qu'ils veulent faire d'abord leur boulot, c'est-à-dire enseigner les maths, apprendre à lire, à écrire, à calculer, plutôt que de parler tout le temps de crise, crise, crise. C'est pas aux professeurs à le faire, c'est une surcharge. Ils ne savent même pas où commencer, je dirais. Et peut-être la même chose pour les médecins, parce que ce n'est pas pour eux, je dirais, leur priorité. Voilà une réponse peut-être brève, mais ce serait ma réponse. Merci. Pouvons-nous applaudir for that very
cette session très intéressante. Alors, nous allons effectivement passer à notre étude de cas, notre première étude de cas. Nous allons accueillir Aline Villette de Humanitarian Inclusion. Elle va nous présenter le projet Chance qui a été mis en œuvre en Ouganda et elle va nous parler de l'approche des soins donc en la matière. Aline est une professionnelle expérimentée dans le développement international. Elle a plus de 20 ans d'expertise dans la gestion et de programmes liés justement au développement dans la prime enfance, l'éducation des jeunes enfants et l'inclusion aussi de personnes en situation de handicap. À l'heure actuelle, en tant que conseillère technique, elle dispose de beaucoup de connaissances techniques basées aussi sur une expérience interculturelle basée sur le terrain et elle promeut toujours le bien-être des enfants et de leurs parents. Yes. It's on then. Maybe my voice is soft. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Then I will introduce today the Chance project. Je voudrais vous parler aujourd'hui du projet Chance, un projet mis en œuvre en Ouganda. Je pense que je vais m'exprimer en anglais, mais ma présentation est en français. Donc voilà, je vais pouvoir ici tester mon expérience en matière de connaissances linguistiques. I don't think I don't know how to recognize green. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. It's too big. Okay. All right. Just as a preamble, just to say petit that, préambule pour commencer. Le développement de l'enfance fait partie de cette division. Notre objectif est de travailler dans les systèmes de soins de santé afin d'améliorer la qualité des soins de santé et l'accès aux soins de santé pour les enfants. L'objectif général étant d'améliorer le développement de l'enfant. Alors, puisque dans notre ADN, nous visons à la promotion des personnes en situation de handicap, nous travaillons essentiellement et nous ciblons tout particulièrement les enfants qui pourraient connaître un handicap ou bien un retard de développement. Alors, pourquoi est-ce que c'est important justement de partir de la santé? Eh bien, je dirais que c'est une belle opportunité, en fait, parce que cela nous permet de garder le contact avec les enfants et les parents, parce que dès la plus tendre enfance, ces jeunes viennent dans nos centres pour réaliser des examens. Et dans le cas des enfants qui connaissent des retards de développement, eh bien, nous voulons agir le plus rapidement possible. Et le point d'entrée, finalement, c'est de passer par la santé. J'aimerais également mentionner que nous voulons appliquer le cadre des soins attentifs lancé en 2018 par l'UNICEF, l'OMS et la Banque mondiale. Ce cadre de soins attentifs propose une approche intégrée en la matière, en matière d'éducation de la petite enfance, sur base de preuves. On essaie de définir des initiatives très claires afin de soutenir le développement des enfants. Il est important de combiner 5 composantes importantes: la santé, la nutrition, l'éducation, la santé, la sécurité et les soins. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce cadre? C'est que cela change vraiment le paradigme dans le secteur des soins de santé, puisque nous ne nous concentrons plus uniquement sur la survie. Bien entendu, nous voulons que les enfants survivent, mais nous voulons avant tout qu'ils s'épanouissent.
Cela veut dire que les enfants doivent pouvoir se développer à leur potentiel maximum. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils auront la possibilité de transformer la société. Ils pourront ainsi casser cette chaîne d'impact sur le développement humain, l'impact de toutes ces adversités qui ont été présentées précédemment. Then even in HI, we are Alors, based je dirais que nous travaillons effectivement sur base des principes directeurs de l'OMS, mais nous essayons d'avoir une approche holistique, la plus large possible. Alors, pourquoi est-ce que nous nous concentrons sur cette question de l'éducation? Tout simplement parce que nous reconnaissons l'importance des 1000 premiers jours. C'est essentiel pour le développement des enfants, c'est vraiment la base du développement du cerveau. Nous voulons apporter notre soutien, notamment aux enfants qui ont cet âge-là, cet âge. Alors, je voudrais maintenant vous inviter à voyager avec moi en Ouganda. Nous avons mis en œuvre ce projet Chance dans 2 camps de réfugiés. Généralement, ils viennent du Sud-Soudan, de la République démocratique du Congo. Généralement, ils fuient leur pays en guerre. Dans les 2 camps de réfugiés dans lesquels nous travaillons, chez Imvempi et Rhino, nous voyons qu'il y a déjà plus de 12 000 enfants âgés entre 0 et 4 ans dans ces camps. Dans la partie du nord du pays, il y a 48 camps de réfugiés. Dans d'autres parties, il y en a beaucoup plus encore. Donc, nous pouvons vraiment dire qu'il y a là des milliers d'enfants en Ouganda qui vivent dans ce contexte de polycrise. Que voyons-nous dans ce contexte-là? Eh bien, nous voyons que le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans est très élevé. Le taux de malnutrition au niveau national est déjà élevé. Mais nous savons que lorsque l'on pense aux réfugiés, par exemple, qui viennent d'arriver, bien là, le taux de malnutrition est également extrêmement élevé. On voit qu'il y a vraiment un impact très clair sur la nutrition. Le taux également de participation scolaire est très, très faible aussi. Ils arrivent donc dans ces camps et évidemment, tous les services dont ils ont besoin pour leur propre développement, ces services sont bien évidemment extrêmement limités. Il y a très peu d'accès à la santé, très peu d'accès à l'alimentation, la nutrition, l'éducation. Vous avez là des prestataires de soins qui sont extrêmement stressés et qui n'ont pas vraiment la possibilité d'interagir avec ces enfants. Ensuite, que faisons-nous? Comme je vous le disais, nous ciblons essentiellement les enfants qui connaissent des retards de développement, les enfants les plus vulnérables. Dans le cadre de ce projet, nous identifions les enfants atteints de retard de développement. Nous travaillons avec différents leviers au niveau de la communauté dans un premier temps pour déjà essayer de détecter les différents cas dans la population des enfants. Ensuite, nous travaillons en partenariat avec d'autres institutions clés au niveau de la communauté et les écoles, bien entendu. Là aussi, nous essayons d'identifier et de repérer les enfants qui rencontrent des difficultés de fonctionnement. Nous avons là une équipe qui est basée dans ces centres de soins, ces centres de santé, qui réalise ces évaluations de santé afin d'évaluer le niveau de développement de l'enfant. Nous posons donc un diagnostic. Vous avez ici la photo d'un collègue en Ouganda qui réalise une évaluation d'un enfant au niveau de la communauté. Il s'agit
d'une observation. Dans un premier temps, vous devez observer ce que l'enfant a la possibilité de faire par rapport à son âge. Alors, en fonction de son âge, il y a là un large éventail d'activités que l'enfant est censé faire. Et donc, cela nous permet d'épingler comme cela les compétences en motrices, les compétences en matière de langue aussi. Et donc, vous devez pouvoir vérifier si, oui ou non, l'enfant a la capacité de réaliser ces différentes activités et s'il y a un retard ou non. Alors, évidemment, cela représente un travail pharaonique et le développement dans certains enfants a été observé comme étant en retard. Nous arrivons également à offrir des services. Alors, comme nous sommes dans ces camps, malheureusement, les services de soins de santé ne sont pas toujours disponibles. Nous devons avoir recours aux ONG ou d'autres organisations présentes sur place. Nous offrons également nos propres services. Nous essayons d'organiser cela à différents niveaux. Nous avons des services offerts directement aux enfants où là, nous avons vraiment des équipes complètes qui offrent une certaine réadaptation pour les enfants. Nous avons des équipes qui travaillent au sein des centres de santé et qui sont là pour offrir également des mesures de réhabilitation, de revalidation. S'agissant des parents, maintenant, eh bien, nous essayons de les accompagner également. Nous les aidons dans leur activité, dans leur rôle en tant que parents. Nous avons un programme qui est ciblé particulièrement sur les parents d'enfants rencontrant des problèmes. Nous nous concentrons ainsi sur leurs difficultés, sur leurs problèmes. Nous essayons également de leur offrir du conseil en matière de stimulation de leurs enfants pour pouvoir offrir un soutien et un accompagnement individualisé. Nous essayons vraiment de conseiller les parents. Nous leur disons quelles sortes d'activités ils peuvent mener à bien chez eux, à la maison, pour promouvoir et renforcer le développement de leur enfant. De façon générale, nous travaillons donc avec les familles et là, nous leur offrons également un soutien social. Nous travaillons avec des assistants et des assistantes sociales. Lorsque vous avez des parents en situation de conflit, en situation de polycrise, il est primordial que ces parents puissent bénéficier d'un soutien psychologique, d'un soutien social et puis il faut également vraiment les aider en les faisant participer à toute une série d'activités qu'ils peuvent mettre en place pour aider leurs enfants. Nous travaillons également avec des partenaires en matière d'éducation. Vous avez maintenant à l'écran une photo de notre collègue qui travaille au niveau de la revalidation. Ce sont des activités qui se déroulent dans les centres de soins de santé. Nous avons des kinésithérapeutes qui se rendent dans les communautés pour aider les enfants. Dans le cadre de ce projet, nous avons également la chance de pouvoir disposer d'une imprimante 3D. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour fabriquer et construire des aides orthopédiques pour les enfants. Vous avez ici une petite photo de notre groupe de parents Ubuntu. Généralement, là, nous rassemblons les parents d'enfants en situation de handicap. Ils décident quand ils veulent se rencontrer. Et donc, on organise ainsi des séances, des réunions de 1 ou 2 heures. Séances au cours desquelles ils discutent de leur rôle en tant que parents, comment il est possible de faire pour travailler avec ces enfants, pour les nourrir également. Ils reçoivent également toute une série de conseils, de bonnes pratiques. Et puis, en plus de cela, ils créent surtout des groupes de soutien. C'est quelque chose qui est essentiel pour leur propre santé mentale. Alors, sur la droite, là, vous voyez que nos équipes se rendent sur place pour aider les parents. Ce sont là des activités de simulation.
Et ici, nous avons une collègue qui conseille une maman dans une activité qu'elle pourrait faire avec son enfant pour l'aider à progresser et à se développer. Voilà, alors je sais que c'est écrit tout petit ici à l'écran. Ici sur cette page, j'ai essayé de vous montrer comment nous essayons vraiment d'inclure toutes les composantes de ce cadre de soins intensifs. Nous travaillons, comme je vous le disais, sur la santé. Nous identifions les enfants qui connaissent ces retards de développement. Nous offrons des services de revalidation, de l'aide technique. Nous travaillons également en partenariat avec d'autres ONG. Des ONG qui travaillent par exemple dans le domaine des soins prénataux. Nous voulons vraiment que les femmes puissent accoucher dans les meilleures conditions possibles. Donc nous travaillons avec ces ONG. Nous travaillons également au niveau du référencement croisé. Si par exemple un enfant naît de façon prématurée, eh bien nous pouvons effectivement faire appel à nos services dédiés qui vont pouvoir ainsi évaluer l'enfant et apporter du soutien si nécessaire. Nous formons également du personnel par rapport à ces soins attentifs. Il faut vraiment qu'ils comprennent à quel point les premières années sont essentielles. La nutrition c'est très très important. C'est un autre point de contact parce que les enfants malnutris malheureusement courent beaucoup plus de risques de développer des retards de croissance. Et là, nous travaillons avec des partenaires pour mettre en place des activités dans ce domaine de l'alimentation. Nous les aidons à renforcer leurs compétences, comment faire pour aider les parents d'enfants en situation de handicap. Ce sont très souvent des cas de malnutrition. Les parents ne savent pas toujours comment faire pour gérer ces situations. Nous pensons qu'il est important également d'avoir des prestataires de soins capables de réagir très rapidement. Nous sommes là également pour les aider, pour les accompagner. C'est évidemment une étape essentielle aussi, parce qu'ils sont vraiment en première ligne. Je dirais que ce sont des personnes qui passent la plupart de leur temps avec les enfants. Ils aident les parents aussi. Donc, ils apportent énormément de conseils. Et nous voulons renforcer les interactions entre les parents et les enfants. C'est important si nous voulons renforcer le développement de l'enfant. Lorsque nous parlons d'éducation, nous devons vraiment saisir toutes les opportunités d'apprentissage de la façon la plus précoce possible, à l'école bien entendu, mais même avant l'école. L'éducation se passe déjà dans les interactions qui existent entre les enfants et leurs parents. Voilà ce que je voulais dire. Également, par rapport à la composante de l'éducation, nous travaillons également avec d'autres organisations qui travaillent dans des centres d'éducation primaire. Nous œuvrons à l'éducation inclusive. Nous participons également à des tâches d'identification de ces enfants dans les écoles. Autre façon maintenant de vous présenter les activités. Moi, je voulais tout simplement vous dire que nous essayons de suivre une approche holistique, une approche intégrée. Nous travaillons à différents niveaux. Évidemment, les prestataires de soins, ça c'est très très important, mais ils ne peuvent pas travailler tout seuls. Ils ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés aussi. Leur rôle est essentiel, certes, mais ils doivent être entourés de communautés pour leur venir en aide. Malheureusement, en Ouganda, il y a encore une stigmatisation très forte du handicap. C'est très difficile d'élever un enfant en situation de handicap en Ouganda.
Nous essayons vraiment de travailler au niveau des communautés, au niveau des villages. Nous allons voir les chefs des villages. Nous leur ouvrons les yeux sur le besoin qu'ont ces enfants en situation de handicap de continuer à jouer, par exemple, pour évoluer de la meilleure façon possible. Il faut travailler sur plusieurs dimensions, la santé, l'éducation. Il faut que les enfants soient reconnus et ils doivent vraiment avancer sur la façon d'intégrer ces enfants. Il faut d'abord qu'ils comprennent pourquoi c'est important de les intégrer. Et puis ensuite, au niveau national, là, nous travaillons avec le ministère de la Santé pour pouvoir améliorer le développement des politiques, mais également pour leur permettre de mettre en œuvre les objectifs fixés au niveau ministériel. Le ministère de la Santé en Ouganda veut vraiment institutionnaliser l'identification des enfants qui connaissent des retards de développement. Donc, ça, c'est quand même un point assez positif et nous devons être là pour les y aider. Je voudrais maintenant partager avec vous quelques résultats. Nous avons réalisé début de cette année une évaluation à mi-parcours et je voudrais partager avec vous quelques résultats. Nous avons aidé 313 enfants. Nous les avons aidés. Et lorsque je dis que nous les avons aidés, ce sont des enfants qui ont des retards de développement. C'est un soutien intensif. Donc, c'est de la revalidation, tout le soutien que nous apportons aux parents également. Ce n'est pas juste une petite activité ponctuelle comme cela, on va et puis on s'en va. Non, pas du tout. C'est un soutien vraiment sur le long terme. Nous avons essayé de mesurer le progrès réalisé et nous avons vu que 78% d'entre eux ont vraiment montré une progression dans au moins un domaine, que ce soit la motricité par exemple, ou bien les compétences linguistiques. Et 16% d'entre eux ont pu vraiment rattraper leur retard. Nous avons également travaillé avec 119 parents. Nous avons été à même de les conseiller. Et donc ça, c'est quand même, je dirais, un signe très, très positif que nous avançons vraiment sur la bonne voie en matière de changement. C'est extrêmement prometteur pour l'avenir. Évidemment, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que chaque enfant rattrape son retard. Dans certains cas, eh bien, les enfants connaissent un retard de développement à cause de la malnutrition, à cause d'un autre stress. D'autres ont vraiment des problèmes de santé plus graves. Et donc, nous ne pouvons pas nous attendre que tous les enfants, finalement, récupèrent ce retard et rattrapent ce retard. Nous voudrions tout simplement qu'ils progressent. C'est ça qui est important. C'est vraiment la progression qui compte. Je voudrais terminer par cette photo. Vous voyez cette famille très, très souriante dans la région du Nil de l'Ouest. Alors, il s'agit ici d'une photo qui fait partie d'une exposition organisée par Enabel. Cela symbolise vraiment notre projet Chance et je voudrais peut-être terminer par quelques recommandations. Comme je vous le disais, rien qu'en Ouganda, il y a des milliers d'enfants qui vivent dans cet environnement de polycrise. Nous savons très bien qu'ils n'ont pas accès à ces soins de santé attentifs, ils n'arrivent pas à se développer correctement. Il y a probablement des milliers d'enfants qui vivent dans ces situations. Nous devons donc penser à eux, nous devons penser aux enfants les plus vulnérables, ceux qui sont déjà touchés par un retard de développement. Et puis je voudrais également mettre l'accent sur l'importance de disposer d'une approche holistique. Donc, il ne faut pas travailler uniquement dans un domaine, mais bien dans plusieurs domaines. Et puis, pour terminer, je voudrais vous dire que le projet Chance en Ouganda est financé par la coopération belge. Je voudrais saisir cette opportunité pour les remercier au nom des enfants de l'Ouganda. Je vous remercie.
Thank you so much, Aline, for that. Merci, merci infiniment, Aline, I need to pour thank her cette especially, présentation. Je because, voudrais vraiment before she came, she remercier only knew Aline 2 to 3 seconds before she came up, tout that she could present in particulièrement English. parce que, en fait, on lui a dit So 2-3 she got minutes South Africa avant present in French and de South présenter Africa qu'elle present in devrait le faire English. en This is just 2 anglais. seconds before she came Donc, that she knew voilà, on lui a and I dit think it was cela very fantastic quelques for her. petites minutes avant de venir ici. Donc, je pense qu'elle s'en est très, très bien sortie et nous pouvons la féliciter pour Thank you to all cette my colleagues so présentation far. Everyone has en been spot on. anglais. We haven't had Merci to cut back infiniment on de our respecter le délai time. Maybe I imparti. just Je n'ai dû couper la parole à personne, donc ça Any c'est questions très at très this bien. point? Y a-t-il des questions? Je vois qu'il y a pas mal Okay, let's, how de many we can take? demandes d'intervention. Alors, voyons. Okay, let's Voulez-vous bien leave lever it la first main de to nouveau? the lady. Yes, please. Bonjour et merci beaucoup pour votre présentation. May I say it in French or should I speak English? Yeah, whatever is comfortable. for you. Whatever Yeah. is comfortable. Vous pouvez So, utiliser soit le français, comme on soit peut pas l'anglais. commencer aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de le faire en français. Juste savoir si le plan, le projet Chance est juste en Ouganda ou à travers le monde, ou c'est un premier bébé qui va faire des petits. Et deuxièmement, je suis coordinatrice internationale dans une haute école où on a une formation qui est assez récente en Belgique francophone, qui est l'accueil et l'éducation du jeune enfant. Et donc, nous cherchons aussi par ailleurs des stages pour nos jeunes professionnels de demain. Et peut-être qu'on pourra avoir une conversation plus privée par la suite pour voir s'il y a possibilité de proposer à ces jeunes étudiants de contribuer à ces beaux projets. Do you want me to answer now? Or Yes, please. in English? Yes. Est-ce que je réponds maintenant en anglais? All right. No, just then the Nurturing Care project, we implemented Ce in projet 3 countries. est en réalité mis en œuvre dans 3 pays. L'Ouganda, dans les camps de réfugiés, à Kinshasa, DRC, en République démocratique du Congo, dans un contexte urbain, we were implemented it in Rwanda. et au Rwanda. Still funded by the Belgium Ce cooperation. projet est toujours financé par la coopération au développement belge. It's a nurturing care project. Alors, c'est le projet Nutrient Care. Il ne s'appelle pas projet Chance, mais finalement, l'objectif est le même. L'objectif, c'est de se concentrer sur les enfants qui connaissent des retards de développement, mais tous les pays ont leur propre façon de mettre en œuvre ce projet, vraiment bien adapté au contexte dans lequel il se trouve. Et voilà, et j'espère que ce programme fera beaucoup de petits. Nous pouvons reprendre une question. Yeah, we'll discuss. Yeah. Oui, et je pourrai répondre à votre deuxième question par après. Bonjour, je représente une organisation néerlandaise qui travaille avec des enfants en situation de handicap. J'apprécie beaucoup votre approche. Vous avez parlé de l'institutionnalisation. Alors, quelles sont vos réussites et peut-être les défis à surmonter en matière d'institutionnalisation de ces approches? Alors, je vous parlais de l'institutionnalisation, de l'identification des enfants qui ont des retards de développement. Je pense qu'il y a là une belle opportunité parce que actuellement, nous avons dans plusieurs pays des travailleurs du domaine de la santé qui se rendent dans les villages, qui entrent en contact avec les familles et qui se chargent justement de ce suivi au niveau de la croissance. Donc, ils font des relevés au niveau de la taille et du poids. Et je pense que c'est quand même déjà un pas en avant assez significatif. Je pense que vérifier déjà ces points importants que sont la croissance, la taille, le poids. Bon, il y a dans certains pays des indicateurs de développement, donc on sait à quoi on doit s'attendre dans les différents pays, ce que les enfants sont censés pouvoir faire à un certain âge.
On peut par exemple se baser sur une liste de 10 activités que ces travailleurs peuvent vérifier. Alors voilà, ils peuvent ainsi voir si les enfants évoluent correctement par rapport à ces 10 activités. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement vouloir tout changer et passer d'un paradigme de croissance à un paradigme de développement. Bon, nous devons trouver les bonnes solutions pour pouvoir identifier ces enfants en situation difficile. Et puis après, cela dépend évidemment des pays. Je pense qu'il y a de plus en plus de dépistage au niveau des problèmes de développement dans les différents pays. Je pense qu'il y a de plus en plus un engagement de la part du ministère de la Santé qui travaille déjà en partenariat avec l'UNICEF, où là, justement, ils ont déjà mis en place ces activités de dépistage précoce chez les enfants. Donc, je pense qu'on voit qu'il y a vraiment là une volonté d'une mise à l'échelle. Merci beaucoup, Aline. Je vois qu'il y a encore d'autres demandes d'intervention, mais malheureusement, nous devons respecter le timing. Bonjour. Je viens de Palestine et moi, je voudrais vous demander qui met en place toutes ces activités? Est-ce que ce sont les centres dans les communautés? Est-ce que vous avez des prestataires de services plutôt généraux? C'est un petit peu un mélange, c'est un petit peu les deux. Nous aimons beaucoup travailler avec les représentants de ces communautés, avec le personnel du système des soins de santé du pays. Dans les 3 pays dont j'ai parlé, nous travaillons justement avec les professionnels de la santé dans les communautés, surtout au niveau des activités d'aide aux parents, de stimulation également. Pour les interventions très particulières en matière de revalidation, nous travaillons avec des professionnels de revalidation. Alors, cela dépend du contexte. En Ouganda, malheureusement, ils n'ont pas vraiment de professionnels de revalidation à proprement parler. Mais voilà, dans d'autres pays, c'est le cas. Cela dépend des activités dont on parle, d'où nous devons travailler avec différents professionnels. Idéalement, évidemment, nous aimerions travailler avec les professionnels du secteur de la santé dans le pays. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons encore applaudir Aline. Bien, nous passons à notre 3e orateur de la journée, Hans de Grève, mon collègue de la VVOB, conseiller stratégique mondial en éducation. Hans travaille avec VVOB depuis 10 ans, tant au niveau national que dans les bureaux de VVOB au Suriname. Au niveau international, ses domaines d'expertise comprennent le développement professionnel des enseignants, l'éducation préscolaire, les pédagogies ludiques et l'éducation transformatrice en matière de genre. En tant que responsable des questions de genre, il participe à l'initiative régionale pour les enseignants en Afrique, contribuant ainsi à la généralisation de la pédagogie transformatrice en matière de genre, partout sur le continent, y compris l'éducation de la petite enfance. Je vous cède la parole. Je pense qu'on peut commencer avec une petite vidéo. Follow the leader. Namhlanje sizofunda ngezinhlobo ezahlukene nezo zomsebenzi esenzani. Sizofunda ngodokotela nezo. Okay, yini umsebenzi wadokotela? Que fait un médecin? Il travaille à l'hôpital. Et il soigne les personnes malades. Que porte un médecin? Qui voudrait être officier de police? Que fait un officier de police et que porte-t-il? Un badge et aussi une arme. Il est courageux.
Quel est le nom de l'officier de police que tu as dessiné? Zulu. Norman. Sfelele, qui veut être pompier. Que porte un pompier? Du rouge. Son nom est Zulu. Est-ce que vous voudriez rencontrer les gens que vous avez dessinés? Oui. Je m'appelle Sandy Memvela et je suis médecin. Je m'appelle Tobili Gwala et je suis officier de police. Je m'appelle Notobeko Mkize et je suis pompier dans le département de lutte contre les incendies. Le stéréotype genré est défini entre l'âge de 5 et 7 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle des matraques. Tu pensais pas qu'un pompier pouvait être une femme? Pourtant, regarde, je suis une fille. Pourquoi est-ce que tu veux être médecin? Pour vérifier la grippe. Tu veux soigner les gens qui souffrent du corona? N'importe qui peut être officier de police. On veut aussi, en tant que fille, aider à capturer les voleurs. Il est temps de rééquilibrer les choses. First of all, yeah. The wonderful, Alors, video made by merci our, pour cette vidéo magnifique réalisée par notre équipe en Afrique du Sud. D'abord, je suis au regret que Fiona n'est pas là aujourd'hui, que c'est moi qui dois faire la présentation, mais il aurait mieux fait que moi, mais bon, peu importe. Ainsi soit-il. I shared this video before, Alors peut-être que si j'ai montré cette vidéo au départ, paraphrase you. c'est parce que, enfin, Ida m'a envoyé un mail en me disant, Anne, c'est un beau vidéo, mais qu'est-ce que cette vidéo fiche dans cette session? Pourquoi est-ce qu'on parle de santé? On parle de la prime enfance, de l'éducation à la santé, de la santé, et c'est magnifique, hein, cette vidéo dans une session sur le genre. Well, the reason I think Mais la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de ce programme, c'est la pédagogie relative au genre dans la prime enfance. On l'a déjà entendu à maintes reprises. Aussi le lien entre l'éducation et le genre, l'impact que cela a sur les filles. Il y a de très très nombreux liens entre éducation, santé et genre. Il y a aussi des liens très clairs parce que il y a la discrimination liée au genre, l'inégalité liée au genre, et cela mène au bout du compte à des risques sanitaires. C'est un problème pour la santé. Il y a beaucoup de façons de voir comment les femmes et les hommes finalement sont impactés différemment d'un point de vue de la santé. Il y a des différences par rapport, par exemple, à la façon dont les femmes souffrent de dépression, d'anxiété, de stress, des différences aussi quand, for women, entre les hommes et les femmes suicides, en matière de taux de suicide, intimate partner violence, la, la violence conjugale aussi. discrimination and gender norms leads to illness, to risk. Et donc, Very clear that gender c'est vrai que c'est très clair, l'inégalité des genres est un problème et mène à une inégalité de la santé. C'est un problème au niveau mondial, mais plus particulièrement en Afrique du Sud, où ce programme a été mis en place. Regardez ici plusieurs statistiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous constatons qu'en Afrique du Sud, toutes les 36 secondes, une femme est violée. Les femmes sont beaucoup plus touchées par la pauvreté que les hommes. Malheureusement, je pense qu'en Afrique du Sud, aussi au niveau de la violence intraconjugale, c'est la pire statistique du monde. C'est un défi gigantesque pour l'Afrique du Sud, For the education system, pour le système éducatif. Comment est-ce que le système éducatif fait face à ce gros problème qu'est la discrimination du genre en Afrique du Sud? for that,
One of the things that we found out Et une des choses qu'on a découvert, c'est qu'il est crucial de commencer très tôt. C'est ce que Philippe disait tout au départ, hein. Qu'est-ce qui se passe dans la prime enfance finalement? Parce que finalement, ça va avoir un impact sur toute votre vie et le développement du genre, le stéréotype, c'est des choses qui apparaissent dès la prime enfance. De nombreuses personnes qui auront des enfants et qui les enverront à l'école primaire ou même à la crèche remarqueront quand même, si on essaye d'être neutre, dès qu'ils arrivent en âge scolaire, ils reviennent avec beaucoup d'idées de ce que devraient faire les filles et les garçons. Donc, l'éducation, ça peut être un renforcement des stéréotypes, mais nous le savons à l'aide des preuves accumulées que c'est quelque chose qui peut aussi changer les stéréotypes, qui peut peut-être aussi permettre de lutter contre la discrimination liée au genre, parce que des garçons qui sont liés à des modèles non violents quand ils sont petits seront moins enclins par la suite act violently. à agir avec violence vis-à-vis de leurs enfants ou de leurs femmes. Et des filles qui se grandissent dans un environnement soutenant auront plus d'estime d'elles-mêmes. Donc, ceci aussi permettra Prevent d'éviter certains risques sanitaires. Donc, il y a plein de bonnes raisons pour commencer dès que faire se peut, en règle générale, mais plus particulièrement pour la santé des enfants. Et ceci nous first of all mène à différents domaines de la santé. La santé mentale, bah ça c'est le lien le plus simple, me semble-t-il, qu'on peut retrouver si des enfants peuvent finalement se développer compte tenu de leurs propres capacités, intérêts, etc. Ils auront plus d'estime d'eux-mêmes, se sentiront mieux dans leur corps, auront moins de niveau de stress. Et puis aussi, finalement, l'harcèlement, souvent, il y a une dimension genre. Donc, c'est vrai que c'est par rapport aux attentes qu'on a, et puis à la masculinité toxique qui mène encore à plus d'harcèlement. Donc, il y a un lien très clair par rapport à la santé mentale, mais aussi la santé physique. Donc, si on encourage tous les enfants à faire ce qu'ils ont envie de faire, par exemple, si une fille veut faire du foot et un garçon du ballet, et il faut les encourager à avoir une vie active et à faire ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie professionnelle. but of course also yeah the link to violence Mais bien entendu aussi le lien vis-à-vis de la violence, si on peut réduire la violence genrée, c'est aussi positif pour la vie adulte. On aura des comportements moins à risque pour les adultes, moins de risques d'addiction, par exemple. Et puis, la santé émotionnelle, ça fait partie aussi de ce que l'on fait. On se concentre sur cette idée d'empathie, de respect, de tolérance, permettre à chacun d'être ce qu'il a envie d'être, donc avec ses parents, dans la communauté, etc., parce que c'est quelque chose de très, très important. Essayer de créer un environnement, donc vraiment, qui permet d'accepter tous les genres et on doit véritablement permettre à toutes les choses de s'exprimer. Il faut en parler aux enfants et ce, dès le départ. so what does that approach look like? Alors, à quoi ressemble cette approche? Pour nous, la pédagogie, c'est une approche qui soutient les professeurs et les personnels dans les écoles de créer un environnement scolaire où chaque enfant peut se développer conformément à ses propres intérêts, ses propres capacités, ses propres talents, mais où on essaye aussi de parler, parfois même de
remettre en question certains stéréotypes qui existent dans la société, hein. C'est la raison pour laquelle on peut parler d'une pédagogie, d'une éducation qui transforme les choses. Il ne faut pas simplement être là pour répondre, non, il faut transformer véritablement la façon dont la société voit le rôle des filles, des garçons, des hommes, des femmes et des personnes avec des entités différentes. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais si je regarde la montre qui s'égrène, je vais accélérer, mais rassurez-vous, on a presque fini la partie la plus importante, donc tout va bien. Quand on parle donc de pédagogie qui permet de répondre aux problèmes de genre, en fait, on a 4 domaines. On a le contexte de l'instruction, là, il s'agit de soutenir les professeurs, le personnel scolaire pour créer un environnement positif qui soit n'a pas trop de stéréotypes ou que s'il y a des stéréotypes, de s'assurer que ces stéréotypes qui sont présents, qu'on y fasse face. Et donc, voir s'il y a, par exemple, des livres où, je ne sais pas, dans la classe où toutes les infirmières sont des femmes, on peut pas tout remplacer, on peut pas remplacer tous les livres, c'est vrai, parce que les ressources sont aussi limitées. Mais ce que le professeur peut faire, c'est par exemple discuter avec les enfants en disant: «Est-ce que vous connaissez par exemple des hommes qui sont infirmiers?» Ça, c'est le concept de l'instruction, c'est l'environnement, les activités scolaires, et cetera. Puis il y a les interactions, ça c'est très important. Beaucoup de stéréotypes et de normes sont souvent donnés de manière inconsciente quant à la façon dont les gens interagissent. On interagit différemment avec des filles, des garçons, des hommes, des femmes. Combien d'opportunités reçoivent les hommes, les femmes, les filles, les garçons à prendre la parole lorsque ils peuvent ou elles peuvent poser des questions? Combien de tâches leur confie-t-on? Par exemple, vous savez, les petites phrases du genre: «J'ai besoin de 3 garçons forts pour soulever, cette table», ou il y a une petite fille qui pleure, est-ce que d'autres petites filles peuvent aller la consoler? Ce sont des petites phrases, hein, qui donnent lieu à des stéréotypes et puis la relation avec la communauté, bah, c'est pas évidemment dans la prime enfance, hein. Là, c'est vraiment avec la communauté, le monde du travail, lorsque les étudiants vont, par exemple, faire des stages, il est important qu'on les intègre et aussi quand on parle, de guidance pour la carrière, d'aide, au choix, il faut aider les professeurs à être conscients des stéréotypes qui sont parfois véhiculés dans ces environnements. Alors, ici, l'approche, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'on a développé en Afrique du Sud, c'est en fait, je dirais une mixture. C'est une approche professeur professionnel avec d'une part des cours en ligne qui sont combinés à des formations en face à face et à des communautés. Et il y a aussi une partie pour le personnel scolaire qui doivent aussi évidemment, et les directeurs d'école qui doivent soutenir l'idée d'avoir un environnement qui n'est pas genré. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce transparence-ci, mais finalement celui-là. Quels sont les résultats que l'on voudrait atteindre? C'est une approche phasée, ce qui est très très important quand on parle de stéréotypes, de normes et de pédagogie, d'éducation. Tout d'abord, il faut qu'au niveau des professeurs, ils comprennent. Il y a un élément cognitif. On a toujours une formation qui est là, ce qui permet de clarifier certains concepts qui définissent, par exemple, un stéréotype, une norme genrée. C'est très important si vous voulez pouvoir refléter de façon utile. Et donc, la deuxième partie est plus, par rapport, en fait, les
les professeurs doivent pouvoir réfléchir à ce qui se passe dans la société, mais aussi dans leurs écoles. C'est ce qu'on appelle parfois un processus de désapprentissage. Il faut parfois être capable, oui, je dirais, d'oublier certaines choses qui nous avaient été imposées par la société. Et c'est que quand ces deux étapes-là sont franchies, que l'on peut aider pratiquement les professeurs. On leur donne des conseils, des petits trucs, des activités autour desquelles ils peuvent travailler pour justement faire face aux stéréotypes dans leur travail et quel est l'impact que nous avons mesuré grâce aussi aux recherches que nous avons menées. C'est que nous voulons que les enfants puissent socialiser dans un environnement plus équitable et plus ludique, mais nous voulons aussi que des enfants dans leur classe font preuve d'un comportement qui est complètement, entre guillemets, déstéréotypé, qu'il n'est pas un comportement, je dirais, conforme à leur genre. Donc, il y a une interaction possible avec tout et n'importe quoi, que ce ne soit pas genré par rapport à ce qu'on verrait habituellement. Voilà, je vous propose de m'en tenir à cela et s'il y a des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. So we are a little bit behind Oui, schedule. on a pris un petit peu de retard, hein. Est-ce que nous avons des réactions? Non? Ok. Si, je vois là une main à l'arrière. Merci beaucoup. Voilà, vous m'entendez, hein, merci. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je suis une étudiante et je suis curieuse par rapport à la culture et à la religion. J'imagine que c'est aussi un défi pour votre projet. Oui, ça c'est une très très bonne question. C'est vraiment une question auquel je m'y attendais, hein, c'est super. Et donc, oui, c'est un problème, hein, c'est vrai, c'est véritablement problématique. Je pense que la première chose qu'on a appris, c'est que la contextualisation, c'est un élément clé. There are certain extent, yeah, Il y a, je dirais, des limites à ce qu'on peut faire. Bon, c'est vrai. Très souvent, ce qu'on entend dire, c'est que les genres, l'inégalité des genres, c'est un concept occidental qui finalement tend à s'imposer à d'autres cultures. Mais je pense que dans tous les pays dans lesquels nous sommes actifs, dans tous ces pays, il y a des groupes, il y a des personnes qui luttent pour une meilleure égalité du genre. C'est pas quelque chose qui vient simplement par l'Occident. Il y a des groupes pour défendre le droit des femmes dans tous les pays où nous sommes présents. Et je pense que ce qui est très important, c'est de s'assurer qu'on explique véritablement ce qu'on veut faire. L'idée, ce n'est pas d'imposer finalement un comportement. Non, on essaye simplement de créer un environnement où chaque enfant a l'opportunité de faire ce qui l'intéresse et qui correspond à ses capacités, à ses aptitudes, à son talent. Et quand on explique cela de façon respectueuse et collaborative, et quand on crée suffisamment de temps pour la réflexion, pour le dialogue, on voit qu'après un certain temps, s'il y a une certaine résistance, que cette résistance tend à s'effriter petit à petit au fil du temps. Mais effectivement, c'est problématique et en Afrique du Sud, nous avons eu un problème majeur quand, je dis nous, en fait, c'est le gouvernement, hein, c'est le gouvernement d'Afrique du Sud qui a mis cela en œuvre à grande échelle, mais ils ont eu beaucoup de refus, hein, de refus de mettre cela en place de la part de nombreux groupes religieux. C'est l'environnement. Et puis, il y a aussi eu du soutien.
Nous avons vu cela en Afrique du Sud, mais heureusement, le gouvernement, le ministère de l'Éducation a décidé et a expliqué pourquoi il pensait que malgré tout, c'était important qu'il continue avec ce programme, malgré le fait qu'il y ait des groupes de personnes qui étaient véritablement contre ce type de programme. Ils avaient l'impression que c'était finalement une imposition de l'idéologie du genre sur les enfants d'Afrique du Sud. Oui, c'était pas simple, hein. Et quand on essaye d'y faire face, comme VVOB, on n'est pas intervenu, c'est bien clair. C'est au gouvernement à décider. C'est le gouvernement qui a décidé de mettre cela en œuvre. C'est le gouvernement qui doit expliquer cela. Et c'est ce qu'ils ont fait. Merci. Merci beaucoup, Hans. On est arrivé à la fin de cette session. Malheureusement, nous ne pouvons plus accepter d'autres questions. Je pense que oui, c'est bien d'avoir de nombreuses questions, mais je vais inviter Philippe et Aline pour venir ici avec moi et en moins d'une minute, en 30 secondes, résumer en 30 secondes. Je dirais, la phrase clé, le message que vous voulez que les auditeurs retiennent. Philippe, plus de questions, et pas non plus pour pour les gens qui sont en ligne, non. Donc, une phrase, 30 secondes. Oui, je pense que la littérature scientifique a mille et une preuves sur les effets à long terme des traumatismes dans la prime enfance. Il y a des centaines d'études dans la matière et c'est plus que certain. Dès lors, il est crucial de protéger les jeunes vies. Il faut prioriser la protection des jeunes enfants parce que justement, les traumatismes ont un effet catastrophique. Si vous avez $1 million à investir, soit pour des universités, soit pour des enfants de 0 à 3 ans, il faut opter pour les 0 à 3 ans parce que ça aura un impact beaucoup plus grand. Et voilà, ça c'est mon message clé. Aline, nous connaissons les effets négatifs que les crises ont sur le développement des enfants dans la prime enfance et nous savons comment nous pouvons réduire ces effets grâce au cadre que j'ai présenté et qui définit clairement comment on peut aider et soutenir les enfants pour qu'ils développent leur propre potentiel. Ce qui nous manque, me semble-t-il, c'est peut-être plus de gouvernements, d'ONG, de donateurs, de bonne volonté pour essayer de mettre en œuvre cette approche intégrée, promue par le cadre. Mais les solutions sont là, elles existent. On connaît le problème, on connaît les solutions. Essayons, on commettra des erreurs, mais pas de souci. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Faisons plus pour les enfants. Et je veux que tous les enfants puissent grandir dans un environnement positif. Mais malheureusement, il y a toujours des enfants vulnérables qui vivent dans des crises, des situations de crise et ne les oublions pas. Merci, Hans. Je pense que ce ne sera pas vraiment différent de ce que je viens de dire en fait, hein. J'ai travaillé pour Plan international en 2010 déjà. On a travaillé sur l'éducation des jeunes enfants à l'époque et à l'époque déjà, les chiffres partagés par Philippe, investir chez les jeunes enfants, les plus jeunes, c'est la meilleure chose à faire, c'est le meilleur investissement à faire. Depuis 10 ans, 15 ans, pourtant je n'ai pas vu de grands changements. Alors, s'il y a un choix à faire, souvent, on choisit pour l'éducation primaire, mais il faudrait aller même dans l'éducation avant l'éducation primaire. Et qu'on est dans un contexte crise économique et que je me rends compte que finalement le financement diminue, j'ai peur, hein. Mais il faut continuer à insister, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, comme je le dis. Les investissements que vous faites, que ce soit sur le développement cognitif ou que sais-je,
continue to make the case J'espère qu'on pourra arriver à, à avancer, mais on that happy note. voilà, c'est pour terminer. Thank you so much, Hans. Merci So, beaucoup, Hans. Nous connaissons les problèmes, nous avons des solutions, alors continuons à investir. Alors, par rapport à ce point, on va conclure pour aujourd'hui et nous pouvons applaudir chaleureusement nos collègues. so thank you so much to Merci beaucoup aux membres du panel, à l'audience, aux personnes en ligne. Merci pour ces questions et ces réponses. Nous allons continuer les conversations aussi au niveau des médias sociaux et donc n'oubliez pas que tout sera disponible sur le site web. Merci.